nous connaissons tout le phénomène des fausses nouvelles. C'est un sujet récurrent depuis l'essor des médias sociaux. Mais que se passerait-il si je vous disais que les fausses nouvelles ont toujours été une chose et que très souvent des dates et des événements ont été fabriqués afin de servir une certaine narration politique? Ceci est toujours fait aujourd'hui et a toujours été fait par les gens au pouvoir. Et un tel cas est l'histoire célèbre de la chute de Rome en 476 après Jésus-Christ. Et cela aurait prouvé une fausse nouvelle si puissante que même aujourd'hui, 1500 ans plus tard, nous tombons encore pour cette invention. Ainsi, les entrées de Wikipédia et même les livres d'histoire font tous référence à la chute de Rome en 476. Mais comment et pourquoi a-t-il été fabriqué? Lorsque l'empereur romain d'Occident Romulus Auguste a été déposé le 4 septembre 476 après Jésus-Christ par le chef germanique Urwacar, un seul souverain impuissant a été déposé et le général barbare gouvernait désormais directement sur l'Italie. Ceci est maintenant souvent cité comme la chute de l'Empire romain occidental. Cependant, Romulus Auguste, également souvent appelé Augustule, le petit Auguste, n'avait aucun véritable pouvoir. Il avait environ 11 ans en 476 et l'armée de l'Empire romain d'Occident, s'il peut même être appelé un empire à cette époque, était fortement entre les mains des feudratis germaniques. Et ce n'était en aucun cas un phénomène nouveau. Il y a déjà 80 ans, un demi-vandale général nommé Flavius Stilicho détenait le véritable pouvoir dans l'Empire romain occidental, et l'empereur enfant Honorius était effectivement pendant longtemps un simple pantin. Ce processus s'est accéléré davantage lorsque l'Empire occidental a commencé à décliner, et surtout après que le magistère Milton Ricimé ait pris le contrôle en 457, les empereurs seraient plus souvent que non des marionnettes. Majorien et Anthemius représentent deux exceptions héroïques, mais des empereurs tels que Libius Sévru ou Olybrius n'étaient que des marionnettes de Ricimé. Et Glucerius n'était qu'un pantin du neveu burgonde de Ricimé, Gundobad. Le trône romain occidental était parfois vacant pendant de nombreux mois avant qu'un nouvel empereur ne soit choisi, par exemple de 456 à 457. Ainsi, ce jour-là en 476 n'était rien d'inhabituel pour les Romains. En fait, l'événement n'a pas du tout attiré l'attention des contemporains de l'Ouest ou de l'Est. Il n'y a pas eu de cri, pas de lamentation d'une chute. La vie dans la ville de Rome n'a pas changé en 476. Le Sénat était toujours en réunion, le préfet urbain de Rome était toujours élu, des consuls étaient toujours choisis dans l'Ouest. Rome était toujours romaine, même à Ravenne, peu de choses avaient changé. Au lieu d'un empereur impuissant de 11 ans, qui n'était en fait qu'une marionnette de son père Flavius Oreste, un général germanique était maintenant assis sur le trône. La vie a continué comme d'habitude, même à Ravenne. Les insignes impériaux ont été envoyés à Constantinople et Eudocre régnait officiellement au nom de l'empereur romain d'Orient Zénon à Constantinople. Personne ne parlait d'une chute de Rome, en fait cela était souvent considéré comme une réunification de l'Empire, où l'Italie était maintenant une province de l'Empire romain au lieu d'être son propre empire occidental séparé. Lorsque Théodoric est venu en Italie sur les ordres de Zénon lui-même, il a renversé Eudocre après quelques années de guerre, et ainsi le royaume ostrogothique est né en l'an 493. Mais personne n'en parlait encore d'une chute. Au contraire, les premières décennies du long règne de Théodoric étaient considérées par beaucoup comme une renaissance de l'Empire romain occidental. La Sicile a été reprise aux Vandales et les Ostrogoths ont mené avec succès une campagne contre les Ruges et ont intégré leur royaume dans le royaume de Théodoric. Ce royaume ostrogothique était non seulement plus grand, mais aussi plus stable que l'Empire romain occidental après la mort de Majorien en 461. Et lorsque Théodoric s'est installé à Rome en 500 après Jésus-Christ pendant plus de 6 mois, il est entré dans la ville comme l'écrit Cassiodore, comme un second Trajan.
la procession de Théodoric à travers la ville semblait à beaucoup comme les triomphes impériaux d'autrefois. Personne ne parlait de déclin, mais de renouveau et de renaissance impériale qui étaient proclamés. Malheureusement, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon ou adhésion à YouTube, aussi désolé que je sois de le dire. Mais je pense que Majorien vous remercierait de soutenir un canal portant son nom, et je vous remercie certainement beaucoup, mes amis. En fait, on pourrait soutenir que l'ascension de Théodoric a marqué la renaissance de l'Empire romain occidental. Après 510, Théodoric a régné efficacement sur le royaume des Wisigoths en tant que régent de son petit-fils bébé Amalaric. Cela a été vu par beaucoup comme le renouveau d'un nouvel empire romain occidental. Théodoric s'est présenté à la manière des anciens empereurs romains et a soigneusement préservé les anciennes traditions et lois romaines. Il a affecté les recettes fiscales à la restauration et à la protection des anciens bâtiments impériaux de Rome. Il a émis des pièces de qualité nettement supérieures à celles des dernières décennies de l'Empire romain occidental, se présentant comme un empereur romain occidental lui-même, à l'exception de la moustache, qui était distinctement germanique, afin de souligner les parallèles avec l'ancienne Rome, mais aussi pour conserver une certaine identité germanique. Les sénateurs romains Magnus Aurelius Cassiodorus Senator et Anicius Manlius Severinus Betius de la vieille famille aristocratique romaine des Anici étaient des hommes d'État à Rome sous le règne de Théodoric, le traitant à tous égards et compte comme un empereur romain occidental. Boès a même occupé l'ancien poste de consul en 510. Cassiodore nous donne des comptes détaillés de l'état surprenant de la ville de Rome au début du VIe siècle, j'en ai parlé dans cette vidéo ici. Mais après 520, les relations entre l'Est et l'Ouest ont commencé à se détériorer. Théodoric a fait exécuter Boès en 524 pour haute trahison. En tant que membre de la vieille famille Anici, les Anici romains orientaux étaient outragés. Les tensions ont commencé à s'accroître entre l'Empire romain d'Orient et ce nouvel Empire romain d'Occident sous la règle germanique. C'est à cette époque que Marcellinus Commus introduirait pour la première fois le concept de la chute de Rome en 476. Il était un chroniqueur latin de l'Empire romain d'Orient qui a passé la plus grande partie de sa vie à la cour de Constantinople. Justinien, le nouvel empereur ambitieux de l'Empire romain d'Orient, avait besoin d'une justification pour envahir l'Ouest. Ainsi, Marcellinus Commus lui en a donné un, à savoir que l'Ouest avait été envahi par des barbares en 476 et que l'Empire romain était mort cette année-là. C'est dans son œuvre annale que nous pouvons lire pour la première fois à propos de la chute de Rome cette année-là. Cette nouvelle perspective légitimait les actions militaires contre l'Ouest, car maintenant soudainement les Romains vivant à l'Ouest n'étaient plus une partie d'un nouvel empire romain occidental de règles germaniques, mais des sujets d'une prise de contrôle hostile de barbares qui étaient dépeints comme réprimant brutalement la population romaine autochtone. C'était une erreur de Théodoric d'exécuter Boès et d'autres comme Minius Simachu, car cela donnerait aux écrivains de l'Empire romain oriental un sujet puissant à utiliser comme propagande. Cela a fait paraître les dirigeants germaniques comme des tyrans sanguinaires, où une invasion de l'Ouest semblait maintenant nécessaire pour libérer les pauvres Romains de cette tyrannie. Bien sûr, les 30 dernières années de règne très bienveillant de Théodoric n'étaient plus importantes. Ainsi, c'est Marcellinus Commus qui a rétrospectivement donné à la date de 476 le nom de chute de Rome,
simplement parce qu'un souverain d'origine italo-romaine a été remplacé par un souverain germanique. Maintenant, le prétexte était là, et en 535, la guerre avec le royaume ostrogothique avait commencé. En 553, la guerre était terminée, mais l'Italie était complètement dévastée et détruite. Ce qui aurait pu être le véritable renouveau d'un nouvel empire romain occidental, avec des dirigeants de plus en plus romanisés, jusqu'à ce qu'à un certain moment des empereurs italiques romains occidentaux aient pu régner, a été complètement détruit dans sa jeunesse. Cette guerre gothique s'est avérée être une catastrophe géante et elle a effectivement mis fin à l'Antiquité tardive et plongé l'Italie dans les temps sombres. J'ai parlé longuement des effets désastreux que cette guerre a eu sur l'Italie et sur Rome dans ces vidéos ici. Mais la propagande de l'Empire romain d'Orient de Marcellinus Commus s'est avérée si puissante que les auteurs ultérieurs ont copié ce récit de lui. Et c'est ainsi que jusqu'à ce jour, la plupart des gens tombent encore dans ce récit de propagande fabriqué d'un chroniqueur de l'Empire romain de l'Est il y a 1500 ans. Et si vous êtes intéressé par ce que les guerres gothiques ont fait à l'Italie, vous pouvez regarder cette vidéo ici, dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par les conséquences pour Rome elle-même, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore une fois tous les amis de l'histoire romaine, Gratia Amici Imperi Romani et Benevalet.